Merci. Voilà. Voilà, merci. On Alors, s'assoit. on peut s'asseoir, je vous en prie. Voilà, il faut qu'il y ait du son. Hein. Alors, c'est parti. Donc, Monsieur Hugo Frey, Oui. je ne vais pas renouveler nos remerciements, mais vous avez une très longue carrière musicale. La première question que je voulais vous poser, je sais que vous ne vous destiniez pas à la musique, me semble-t-il, au tout début. Comment en êtes-vous arrivé à chanter? Plus la question sera courte, plus la réponse sera courte. D'accord. Alors, je vais faire des questions très longues, ça me Non, bloque. parce qu'on n'a pas énormément de temps. Donc, alors, vous voulez savoir comment j'ai commencé, pourquoi j'ai Voilà. commencé Oui, pourquoi avez-vous voilà, commencé à chanter? oui, mais Parce que... pourquoi ça? Il n'y a que Dieu pour le savoir. Non, oui, dans une famille de musiciens, comme beaucoup une famille disons, ma mère, par ses origines, est une vieille famille noble du Béarn, puisque nous avons un arbre généalogique qui remonte au XIIe siècle. Ma mère s'appelle Amiel de Cobios d'Andirang. Et c'est un très joli nom qui a disparu malheureusement avec elle, puisque quand elle a quitté ce monde, elle a emporté le nom qui n'existe plus maintenant. Plus personne ne s'appelle de Cobios d'Andirang au monde. Alors, une fois que j'ai situé ça, c'est vous dire que sa mère était professeure de piano, donc ma grand-mère, bordelaise. Cantatrice, elle a chanté avec des gens très connus, elle a accompagné des très grands musiciens que vous n'avez pas connus, mais qui étaient célèbres à l'époque, Jacques Thibault, Alfred Cortot, qui était le plus grand pianiste considéré au monde. Donc j'ai été élevé dans une famille de musiciens, mais avec la particularité que j'étais le seul à ne pas savoir lire la musique. J'ai jamais réussi. Je déteste le solfège. Parce que je suis un enfant, j'étais dyslexique quand j'étais enfant, et que les dyslexiques, vous savez, ils confondent la gauche et la droite, et qu'ils ont des gros problèmes. Et moi, mon problème, c'est que j'écrivais de la main gauche, mais de droite à gauche. Imaginez la chose. Et à partir de là, tout ce qui est signe, tout ce qui est lecture, est rébarbatif pour moi. Je vous rappelle une chose, c'est que la musique, c'est les oreilles, c'est pas les yeux. Les aveugles peuvent être de très bons musiciens. Le contraire, non. S'ils étaient sourds, ils ne pourraient pas être musiciens. Sauf Beethoven, mais il n'était pas sourd quand il a commencé. Alors donc, je suis une famille de musiciens, et moi, j'étais le seul qui ne savait pas lire. Voilà. Alors, c'était ça la question, de quelles étaient mes origines de famille, non? Oui. C'est ça? Comment Oui, je suis venu à la musique? Comment vous êtes Je suis venu à la musique par hasard et par la nécessité. C'est le professeur prix Nobel de médecine Monod qui avait intitulé son bouquin comme ça. L'univers serait dû non pas à un créateur qui aurait créé le monde et l'univers, mais le hasard et la nécessité. Alors nous voilà bien informés. Maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce que ça définir le hasard et définir la nécessité. Le hasard, c'est que je suis né donc dans une famille de musiciens, que mes parents ayant divorcé, mon père s'est remarié par la suite en Espagne, et que après la guerre, en 1946, j'avais vu partir mon père à la guerre de 39-40. Et je ne l'ai plus revu jusqu'en 46. Pendant 7 ans, je n'ai pas vu mon père. Et donc, ma mère, comme il était divorcé, ma mère m'a dit, il faut que tu connaisses ton père. Et elle m'a envoyé en Espagne. Et l'Espagne est un pays de musiciens, un pays où tout le monde chante et danse, quel que soit son niveau culturel ou de fortune. Ils dansent ensemble et ils chantent ensemble. Les Espagnols, pour ça, sont admirables, ce que ne sont pas les Français dans ce domaine-là. Et je suis arrivé dans un pays où on joue de la guitare, etc. J'ai eu ma première guitare à Madrid. Et c'est donc ça, le hasard, c'est ce que je viens de raconter. La nécessité, c'est qu'au moment après mon service militaire, comme j'étais le seul, j'ai fait mon service militaire dans les chasseurs alpins, au 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. Et j'étais le seul à avoir une guitare dans la caserne.
À l'époque, personne ne jouait de la guitare. C'est un instrument avec les gitans qui jouaient de la guitare. Et donc, je me suis tout de suite fait remarquer, notamment par le commandant, qui m'a pris comme secrétaire, etc. Et tout d'un coup, les portes se sont ouvertes parce que je jouais de la guitare. Alors, je me suis dit, quand je suis sorti du service militaire, j'ai dit à mon père, merci papa, vous avez fait ce que vous... Je disais vous à mes parents. Hein, je disais vous à mes parents. J'ai dit à mon papa, merci, vous avez fait ce que vous avez pu. Maintenant, je suis un homme, je veux être, je vous libère. Je ne suis pas à votre charge. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon petit? Ben, je dis, je vais me démerder. Et j'étais Saint-Germain-des-Prés, c'était 1948. La France était complètement dans une situation dramatique. Il y avait des grèves partout, partout, partout. Avec mes frères, on a dit, on va partir au Canada pour essayer de se faire... mon frère aîné, qui avait fait qui était dans le maquis et dans l'armée américaine, qui a débarqué dans le Midi. Mon frère dit on va partir aux États-Unis, mais on va passer par le Canada. On est allé pour s'inscrire et ils ont eu leur visa parce qu'ils étaient plus âgés que moi. Mais moi, je ne pouvais pas, sans l'autorisation de mon père. J'ai dit, je ne vais pas embêter mon père à lui demander ça. Et puis voilà, mes frères sont partis, je suis resté et j'ai commencé à jouer de la guitare dans un petit club, un petit bistrot, quoi. Et on me payait, on me serrant la main, on me disait bonsoir, à demain. Et dans la main, il y avait un petit billet, quoi. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner sa vie en chantant. C'est ça la nécessité. Et comme vous voyez, ça a continué et ça a mal tourné. Oui, ça a mal tourné parce que je crois que vous avez fait un concours de chant et vous avez été remarqué par Barclay, je crois. Oui, alors, donc j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Je sors du service militaire. Donc je dis à vous tous que j'ai adoré. À l'époque, c'était la mode. Il y avait la guerre d'Indochine. Et tous mes camarades de 18, 20 ans essayaient de se faire, comment dirais-je... Réformer. Non. Quel est le mot? Soufflez-moi le mot. Réformer, voilà, réformer. Moi qui adore les animaux, j'avais entendu parler on réformait les vieilles bêtes qui étaient moches. J'ai pas voulu être réformé. J'ai dit, moi, je vais faire mon service militaire. J'ai eu la chance de ne pas faire la guerre. Je suis né en 29. C'était une crise mondiale. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des guerres toute ma vie. Mon père, qui avait beaucoup de ses affaires dans le commerce en Espagne, nous avons vécu la guerre d'Espagne d'une façon très forte. Et il y avait 3 réfugiés espagnols pendant toute la guerre qui sont venus chez nous, qu'on a accueillis. Et ce qui est intéressant que je veux vous signaler, c'est que ces réfugiés de la guerre d'Espagne étaient tous les 3 des déserteurs. Ils avaient déserté les troupes de Franco et ils avaient été embarqués dans les troupes républicaines et ils ont déserté les trucs. Pour les mêmes raisons, d'ailleurs, ils ont dit il y a autant d'horreur d'un côté que de l'autre. Et ils se sont réfugiés en France et nous les avons eus pendant toute la guerre. Alors, c'est vous dire qu'après le service militaire, il y avait la guerre d'Indochine. Après la guerre de 39-40, j'ai passé 5 ans à l'école de Sorèze. Pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est dans le Tarn. Et j'ai fait là la 6e, 5e, 4e, 3e. Et puis voilà. Et puis je suis parti en Espagne, où j'ai fait la seconde, première, et puis une deuxième première. Parce que j'avais raté le premier bac. Mais je vais vous dire un truc vachement intéressant. C'est qu'après, mon père m'a dit, mais attends, si tu veux faire les beaux-arts, on va voir. Parce que c'est ça que je voulais faire. Je voulais être peintre et sculpteur. Si tu fais les beaux-arts, il faut d'abord faire ta philosophie. J'avais pas à l'époque, vous vous souvenez, on passait le bac, première partie, deuxième partie, ou matélème ou philo. Donc j'ai fait la philo. J'ai eu un professeur épouvantable, marxiste évidemment, parce qu'après la guerre, tout le monde était marxiste en France, surtout les intellectuels, et qui parlait un langage que personne ne comprenait. Ça m'a dégoûté. Mais la philo, j'ai dit quand même, je vais faire ma philo, je vais passer mon bac.
Et le jour du bac est arrivé, j'ai reçu la convocation. Je me suis donc présenté ça, c'était en France. Hein. Me suis présenté au lycée. La porte était fermée. Il y avait une affiche. Aujourd'hui, à cause des grèves des enseignants, les examens du bac sont reportés ultérieurement. À l'époque, je vivais rue Saint-Paul, dans un taudis avec mes frères. Mon frère, on n'avait pas du tout d'argent. Une chambre de bonne où il n'y avait ni eau, ni électricité. Pas de toilette, évidemment. Ce qui fait qu'on ne se lavait pas. Ah bon. C'était une grande époque. Ouais, que de souvenirs. J'ai beaucoup apprécié le service militaire parce que on pouvait se laver. Mais à Annecy, voyez-vous, et à Bourg-Saint-Maurice, où j'ai été, l'eau était très froide. Ce qui fait qu'on ne se lavait pas non plus. Donc, je suis arrivé. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, puis on va voir. Et comme j'avais ni radio, ni rien, puis que je ne lisais pas le journal, j'ai pas su qu'un mois après, il y a eu une séance. Mais de cette expérience malheureuse, qui fait partie du hasard, j'ai pris un dégoût total pour le corps enseignant. J'ai dit comment ces gens peuvent oser se mettre en grève alors que des enfants ont travaillé comme des fous pendant 1 an pour passer un examen. C'est une honte. Alors, tu es contre la grève? Non, pas du tout. Mais il ne faut pas confondre les choses. Les années ayant passé, étant devenu chanteur populaire, j'ai dit, je veux que les gens sachent que ce n'est pas le corps enseignant que je déteste. Je détestais cette idée de grève. Et pour dire au corps enseignant ce que je pense d'eux, j'ai écrit « Adieu, monsieur le professeur », qui est la chanson que j'ai composée pour rendre hommage au professeur, alors que j'assistais aux adieux d'un professeur dans l'école de maternelle de ma petite Charlotte, et qu'il y a une dame qui partait à la retraite, et elle est partie à la retraite comme ça. Elle a dit, voilà, on a dit, merci madame, vous avez pendant 30 ans, pour les enfants, vous avez été très gentille, au revoir madame. Elle est partie. Il n'y avait rien. Personne n'a applaudi, personne n'a chanté. Et j'ai composé cette chanson en 68. Vous avez peut-être entendu parler que la France avait des problèmes avec le corps enseignant. Oui. Voilà, donc c'était une réponse pour vous dire que le hasard et la nécessité a fait de moi un artiste qui, entre l'âge, donc après le service militaire, sans avoir de diplôme, puisque je n'avais pas fait la philo, sachant rien faire, étant gaucher, contrarié, très contrarié, j'ai commencé à gagner ma vie. Et pour moi, la vie, c'était se marier, avoir des enfants. J'ai tout de suite, je me suis marié très jeune. J'ai eu une première petite fille d'abord et une deuxième. Et jusqu'à l'âge pratiquement de 30 ans, c'est-à-dire qu'entre 20 et 30 ans, il s'est passé 10 ans. Pendant ces 10 ans, j'ai vécu en chantant dans des cabarets, mais jamais dans la rue en faisant la quête. Jamais, jamais. Et donc, à 30 ans, je participe par hasard et par nécessité à un concours de chant et je remporte un prix, un contrat chez Barclay et ma carrière de professionnel démarre et j'ai 30 ans. C'est en 1959. 59, déjà. Très bien. Et donc après... Qu'est-ce qui arrive après, donc moi... Je lis sans lunettes. J'ai trouvé une photo, la célèbre photo de Jean-Marie Perrier, qui rassemble tout un tas d'artistes des années 60. Oui. On voit Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Gainsbourg. Et au fond, on voit Hugo Frey. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur cette photo? Parce que j'ai toujours eu l'impression, c'est une impression personnelle, que vous étiez un petit peu en dehors de ce style, ni variété, ni rock. Non, la différence, c'est que moi, je rentre dans un monde, en 59, je rentre dans un monde où, après cette guerre, où nous avons été libérés, non pas par les Russes, comme j'entends souvent dire à la radio, que c'est les Russes qui ont gagné la guerre contre les Allemands. Non, pour moi, ce sont les Américains. Et j'ai découvert ces gens,
leur musique, leur façon de voir, leur littérature, leur cinéma. Et je me suis intéressé à ça. Et les jeunes se sont intéressés aussi à la musique américaine. Elvis Presley est apparu dans les années 55, 56, par là. Tout d'un coup, la musique n'était plus la même chose. Avant, les grandes vedettes, c'était Tino Rossi, c'était le grec, là, comment il s'appelle J'ai un peu tendance à perdre la mémoire. Le grec. Mais non, mais bienvenue au club. Non, c'est des gens qu'on connaît très bien. Comment il s'appelait Georges Guettari. Eh ben oui. Alors, il y avait Tino Rossi, Guettari, bon, il y avait Yves Montand, tout ça, c'était... Mais les gens ne se reconnaissaient pas dans cette musique. Mais c'était des gens qui avaient du talent. Les plus vieux d'entre vous ont peut-être entendu parler de Damia, des gens comme ça. Damia, vous ne connaissez pas, c'était magnifique, magnifique. Beaucoup, enfin, moi, je préférais Damia à Edith Piaf, mais enfin, c'est une question d'opinion. Mais Edith Piaf, tout ça, c'était une autre musique. Et alors, tout d'un coup, il y a la musique des jeunes qui arrive, américaine. Et moi, je ne suis pas jeune. J'ai 30 ans. Oui. Ah oui. Donc, ils ont 20 ans, et moi, j'en ai 30, ça fait 10 ans. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, tout ce qui va commencer à devenir populaire, c'est par la jeunesse qui, tout d'un coup, pour la première fois, ils ont de l'argent de poche. Les parents donnent de l'argent. Moi, mes parents ne m'ont jamais donné d'argent quand j'étais petit. Voilà. Voilà. Et donc, ils ont de l'argent de poche. Et puis, on vient de fabriquer des petits appareils qui peuvent tourner avec des piles. Ça s'appelle. Il y avait le Tepaz, vous vous souvenez, etc. Donc, ils ont des petites radios. Ils peuvent écouter la radio. Salut les copains. Et donc, tout d'un coup, ces gens-là ont un pouvoir économique et un pouvoir culturel, je dirais. Voilà. Et bon, alors, donc, ils démarrent en flèche. Et tout le monde parle de Johnny. Mais les flèches, ça part, et puis après, ça retombe. Et au moment où, vers 60... alors, moi, en 61, c'est très important, en 61, Maurice Chevalier est engagé aux États-Unis, pas engagé, mais va chanter, donner un concert pour subventionner comment dirais-je, un hôpital pour enfants. Et donc les places étaient très 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 chères. Et Maurice Chevalier était une très grosse vedette aux États-Unis, beaucoup plus grosse vedette que ne sera jamais Yves Montand. Je vous le dis parce qu'on vous raconte des histoires. Yves Montand, il était connu dans un petit milieu, mais c'était pas un chauffeur de taxi, ne savait pas qui était Yves Montand. Parce que Maurice Chevalier passait pour un Américain. Maurice Chevalier dit « Je veux chanter, mais je veux qu'il y ait un jeune à côté de moi pour montrer ce que la France a de nouveau. » Il a fait donc ce qu'on appelle il a convoqué il a demandé aux maisons de disques, envoyez-moi les jeunes auxquels vous pensez, et puis je vais les écouter, puis je vais en choisir un. Alors, ils sont venus plusieurs, un dénommé Jean-Philippe, un dénommé Sacha Distel, un dénommé François De Gelt, plusieurs. Et puis moi, je suis venu. Barclay m'a dit, vas-y, va voir. Et j'y ai été, puis c'est moi qui ai décroché le truc. Donc, Maurice Chevalier m'a emmené aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai pu passer dans la plus grande émission de télévision de Ed Sullivan avec Maurice Chevalier. Maurice Chevalier protégé. C'est comme ça qu'on m'a dit, protégé. J'ai bien aimé ce nom. Je suis resté 8 jours et je suis rentré en France et j'ai dit à ma famille, on va aller s'installer aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on peut tout faire. Il suffit d'être courageux et travailleur. Or, je suis courageux et travailleur. Et c'est vrai que c'est un pays qui est très ouvert. Si tu vas aux États-Unis avec l'intention de dire je suis français, les portes vont s'ouvrir, ça ne va pas. Ça. Ils te disent qu'est-ce que tu sais faire. Bon, et j'ai trouvé un cabaret quand j'étais à New York en 61. 61, donc 59, 60, 61. Donc 2 ans après que j'ai démarré comme
professionnel. Je me trouve à New York et je vais dans un cabaret un soir et je vois un mec, je dis, lui, c'est la star mondiale de demain. Et je rentre à Paris et je dis, j'ai vu un mec extraordinaire, je veux retourner aux États-Unis parce que la musique qu'il fait et ces gens-là sont extraordinaires. Alors, comment faire pour aller retourner aux États-Unis? J'avais prévu le coup. Je m'étais débrouillé pour rencontrer un Français qui... Ah, c'est bien. Un Français qui avait ouvert un cabaret qui était très célèbre, qui s'appelait The Blue Angel, l'ange bleu. Et je vais le voir, il me dit, mon petit, d'accord, je te prends. Dans 2 mois ou 3 mois, mais oui, je dis, mais moi je rentre à Paris, là, je n'habite pas là, à New York. Ah, moi je ne te paye pas le voyage, hein, mais si tu reviens à New York, je te prends pour, dans mon spectacle pendant 1 mois. Donc je suis rentré à Paris, j'ai dit, je veux revenir à New York et m'installer là-bas. Le hasard et la nécessité fait que quelqu'un m'avait vu à la télévision, un impresario, et a décidé de me faire revenir 8 mois plus tard, c'est-à-dire en 62. Et je suis arrivé donc à New York et j'ai chanté dans ce cabaret. Et là, j'ai rencontré un trio, Peter, Paul et Mary, qui étaient des chanteurs, qui se sont pris d'amitié pour moi et qui m'ont dit, on va te faire connaître un peu le quartier des artistes, c'est-à-dire Greenwich. Ils m'ont emmené à Greenwich et là, moi, je me suis baladé un peu à droite, à gauche pour écouter ce qui se passait. Et c'est là que j'ai découvert le fameux Bob Dylan. Voilà. Et en voyant Bob Dylan, comme je l'avais vu, je l'avais aperçu en 61, mais je ne savais pas qui c'était. Et après, c'est par Peter, Paul et Mary qui m'a dit, ce type que tu cherches, il s'appelle Bob Dylan et il chante au Gerdy's Folk City. J'ai été le voir et là, j'ai dit, voilà, c'est un génie et je vais traduire ses chansons. Donc je suis revenu en France, j'ai traduit ses chansons et j'ai créé donc ce mouvement qu'on appelle le folk song. C'est-à-dire, Bob Dylan avait eu l'idée de reprendre les chansons du folklore. Les États-Unis, c'est un pays d'émigrants. Ça, les gens, tous les jours, oublient que les Américains, ce sont des émigrants. Ce sont des Italiens, ce sont des Espagnols, ce sont des Juifs polonais, ce sont des Suédois, des Irlandais. Et tous ont un folklore. Ils ont tous une langue et tous une musique. Tout ça avec une assimilation extraordinaire qui va être, comment dirais-je, augmentée considérablement par les Afro-Américains. Les Afro-Américains, ces enfants d'esclaves qui vont être musiciens parce qu'ils fréquentent l'église. Et à l'église, on leur apprend à chanter, on leur apprend la musique, avec les protestants, avec les catholiques, des musiciens extraordinaires, des pianistes extraordinaires, des chanteurs extraordinaires. Et ils créent tout un mouvement musical qui va se mélanger. Et tout ça, ça fait ce qu'on appelle le folklore américain. Et alors, pourquoi ce folklore? Je sais que c'est une de vos questions. Oui, je vous laisse. Pourquoi ce folklore très bien. va intéresser le garçon que je suis? Parce que moi, je suis un visionnaire. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un visionnaire. Je vois les choses avant les autres. Ça, c'est vrai. Et quand j'ai dit qu'il allait être une star, j'ai entendu un jour Dylan sur scène au Parc de Sceaux à Paris, devant 90 000 personnes. Il m'a fait venir sur scène, j'ai chanté avec lui, mais il m'a présenté en disant « c'est l'homme, le premier qui a dit que je serais une star mondiale ». Voilà. Donc, vous dire que même aux États-Unis, les gens n'y croyaient pas. Alors, avec cette musique, au moment où la flèche du rockabilly de Dick Rivers, de Eddie Mitchell et de Johnny commence à passer, les yéyés, et qu'on commence à dire les yéyés, oui, ça va bien avec les genoux qui bougent comme ça, non, c'est pas suffisant, quoi. Il faudrait quand même qu'il y ait un peu du texte, un peu quelque chose. Tout d'un coup, il découvre un gars qui chante des chansons qui viennent d'ailleurs. Car effectivement, j'ai commencé à chanter des chansons qui avaient
un son et une façon d'être accompagné à la guitare qui n'était pas le rock'n'roll. C'est comme ça que je suis devenu à l'Olympia Hugo Frey et son Skiffle Group. Le Skiffle Group, que j'ai un mot que je n'ai pas inventé, mais que j'ai récupéré d'un Irlandais qui faisait du rock'n'roll sans batterie. C'est ça l'histoire du skiffle. Alors le mot skiffle, je ne sais pas si ça vient des équipes de gens qui rament, qui font du skiff, peut-être. En tous les cas, avec le skiffle group, tout d'un coup, Daniel Philippaki a vu quelqu'un qui devenait le leader d'un nouveau courant. Il y avait donc le rock'n'roll de Johnny, il y avait le yéyé de Claude François. Puis il y avait vaguement la chanson française jazz avec Nougaro et Gainsbourg, qui était le renouveau de la chanson française un peu traditionnelle. Voilà. Et puis la quatrième branche de l'arbre culturel, c'était le folk song. Voilà. Et donc, vous avez amené ce nouveau son, cette nouvelle musique, mais vous avez toujours des thèmes qui vous tiennent à cœur, je crois. Vous parlez souvent des petites gens, c'est parce que c'est des thèmes traditionnels dans ces musiques-là, ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur? J'ai pas très bien compris. Des thèmes. Des thèmes de vos textes. De textes. Vous parlez Alors, souvent. Vous avez compris que le folk. Je vous rappelle que folk, c'est un mot allemand qui a été créé au 19e siècle ou à peu près, ou un petit peu avant. C'est le mot, c'est peuple. Volkswagen, c'est la voiture du peuple, et folk song, c'est la chanson du peuple. Alors, évidemment, à partir de 1900, après la guerre de 14, le côté sociétal, pour ne pas dire la société était bouleversée par les différentes activités industrielles. Les paysans, c'était des paysans, mais tout d'un coup, les gens quittaient la terre pour aller dans les usines. Et ça faisait des situations sociales très difficiles qui ont donné lieu à des romans, Zola, etc., etc. Donc le social étant rentré dans la musique, notamment aux États-Unis, puisque c'est là qu'est née la chanson vraiment contestataire, qui mettait en cause le capitalisme et qui soutenait le pacifisme à cause de la guerre du Vietnam. Cette génération qui n'avait pas connu la guerre 39-40, mais qui avait vu quand même la catastrophe nazie, et ensuite qui n'avait pas encore vu la catastrophe communiste. Ils n'avaient pas vu que le stalinisme dérivant, etc. Alors ils cherchaient des thèmes, et donc j'ai jamais volé rien à personne. Quand je traduisais une chanson de Bob Dylan, je mettais Bob Dylan, Hugo Frey, c'est-à-dire c'est un texte de Bob Dylan, comme toutes mes chansons que vous avez découvert dans le premier disque que j'ai fait, Hugo Frey chante Dylan, vous l'avez peut-être eu, vous le connaissez, Blowing in the Wind, une chanson contre la guerre. Eh bien, toutes ces chansons avaient pour l'ensemble des thèmes d'origine, la lutte contre le racisme, bien sûr, fondamental. C'est un thème qui m'a permis un jour de chanter en présence et pour Martin Luther King au Palais des Sports à Paris pour le premier concert au mois de mars 66, je crois. Premier concert pour la lutte contre le racisme et évidemment contre toutes les injustices. Je vous le dis tout de suite parce que après, ça sera trop tard. J'ai commencé déjà à ce moment-là à comprendre que la droite n'était plus ce qu'elle était du temps de mon grand-père. Mon grand-père était un avocat, il était royaliste, et il s'est, je ne veux pas dire converti, mais à un moment donné, il a dit, bon, ben, je suis plus monarchiste, je suis républicain, et il était le meilleur ami du père de De Gaulle, pour vous le situer sur le plan culturel. Il était donc un chrétien de gauche, un peu comme l'abbé Pierre, un peu comme ces gens-là. Voilà. C'est le père de mon père, que je n'ai pas connu, puisqu'il est mort en 1916.
au moment où mon père, son fils, a 18 ans et s'engage pour faire la guerre. Donc, vous voyez d'où je viens, d'une famille qui a évolué, socialement parlant. Et tout d'un coup, moi, je me rends compte que si la droite n'est plus ce qu'elle était autrefois, c'est-à-dire il y a au XVIIIe siècle, XIXe siècle, la gauche non plus. Parce que j'ai lu quand même André Gide, Retour d'URSS, en 1936, où il dénonce la Russie comme étant un pays totalitaire, terriblement sévère avec les journalistes, avec les intellectuels, avec des camps de déportation, etc. Il dénonce tout. Et les gens en France, ils font comme s'il n'y avait de rien. Moi, j'ai lu ce bouquin. Donc, à 20 ans, j'avais compris déjà que la dérive qui avait touché la droite, heureusement, pour qu'elle devienne plus tolérante, je dirais même l'Église, qui était intolérante à l'époque. Tout d'un coup, avec l'abbé Pierre, tout d'un coup, on s'est aperçu que les valeurs n'étaient pas les mêmes. Et je me suis rendu compte, parce que je me suis marié avec une fille qui était d'une famille communiste. Alors, j'ai essayé de leur expliquer qu'il fallait qu'ils ouvrent les yeux. Ouais, voilà. Bon. Mais mon beau-père, qui était en Algérie, et qui a créé l'Alger républicain, le journal de gauche, c'est lui qui a engagé Albert Camus comme journaliste. C'est pour vous situer un peu. Donc, je suis un garçon qui suis plus âgé que tous les autres, qui fait une autre musique et qui ose dire que ni gauche, ni droite. Et dire ça dans les années 60-65, c'était catastrophique. Parce qu'à l'époque, je dois vous dire qu'on faisait beaucoup de spectacles en plein air. Ils étaient organisés en général par la CGT et par le Parti communiste. Et j'étais toujours très bien accueilli, bien reçu, et j'étais très heureux de chanter devant 6 000, 7 000 personnes, voire 50 000 personnes. Et j'étais très bien reçu. Et j'étais classé à gauche. Mais je ne partageais, je disais, le public, les Français qui sont communistes ne sont pas des gens méchants, du tout. Ce qui n'est pas bien, c'est quand on leur raconte des mensonges sur Staline. Et ça me dérangeait beaucoup, mais je le disais à personne. Mais je leur dois beaucoup. Et donc, aujourd'hui, en vous le disant, je me sens bien parce que si quelqu'un me disait oui, mais tu as gagné beaucoup d'argent en chantant pour le Parti communiste, oui, c'est vrai. Mais est-ce que les gens de droite organisaient des spectacles pour... non, ils n'en faisaient pas. Alors ça, c'est très, très important parce que moi, je chante parce que c'est une façon de vivre. C'est pas uniquement pour gagner de l'argent, c'est parce que si je fais pas de concert, comme ça a été pas depuis 2 ans, je prends tous les jours ma guitare pour chanter, mais je chante du Brassens en général. Voilà. Voilà, c'était une question importante où vous pouvez repartir avec, en sachant un petit peu plus, non seulement ce que je suis, mais ce que je pense et ce que vous êtes en droit de penser. Parce que malgré tout, les gens disent oui, c'est ta vérité, mais ce n'est pas la vérité. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Moi, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a ni gauche ni droite. Il y a les dogmatiques et les pragmatiques. C'est tout. Les dogmatiques, qu'ils soient juifs, musulmans, protestants, catholiques, dogmatiques, ils voient le monde selon les dogmes. Et le pragmatique, il voit les choses dans la réalité. Voilà. Alors, la réalité pour moi, c'est que hier, je discutais avec un gars, j'ai dit, je pense que tu es de gauche. Il me dit, un peu, oui, non, je suis un humaniste. Ah, c'est quoi un humaniste? Tu peux me définir? Pourquoi tu as baissé le son là maintenant? Il y a quelqu'un qui a baissé le son. Si, c'est ma vie qui est fatiguée, ma voix qui est fatiguée. Ah! Pourquoi tu te dis humaniste? C'est quoi l'humaniste? Il n'a pas su me définir. Ben, je dis un humaniste, c'est un type qui a 2 valeurs principales.
il faut que je donne l'ordre. Fraternité et partage. Quand tu as la fraternité et le partage comme valeur fondamentale de ton comportement, de ta philosophie, tu es un humaniste. Tu n'as pas besoin d'aller faire à l'église pour prier ou à la mosquée ou au temple protestant, non. Mais la différence entre la liberté, parce que moi je suis évidemment choqué un peu par... à l'époque, c'était très bien, la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Ah, magnifique. Ah, attention, attention. Moi je suis gaucher. Fraternité en tête. Pourquoi? Parce que la fraternité n'a pas de frontières. Aujourd'hui, monsieur le maire Ménard vient d'accueillir une famille, la première famille d'Ukrainiens. Ils sont arrivés tout à l'heure, je les ai vus, on a fait des photos. C'est une famille, ah oui, vous pouvez les applaudir. Ça. Magnifique. Il y a un garçon qui a 9 ans et une petite fille, je ne sais pas quel âge elle a. Le garçon, il s'est mis au piano. Il a 9 ans. Je vous garantis que c'est un futur virtuose. Incroyable. Eh bien, la fraternité n'a pas de frontières. C'est ça son problème. C'est en cela que c'est difficile d'être fraternel. Comment refuser d'accueillir des gens quand on n'a pas de place? Eh bien, il y a des gens qui trouvent des solutions. En tous les cas, moi, je mets la fraternité au-dessus de la liberté, parce que contrairement à ce qu'on pense, la liberté, c'est le contraire de la fraternité, puisque le concept de la liberté, elle se définit par le fait qu'elle cesse là où commence la tienne, ma liberté se finit. Donc, la liberté a des limites qui t'autorisent à ne pas être fraternel. Parce que c'est au nom de la liberté aussi que tu peux devenir milliardaire. Personne ne vous interdit de gagner plus d'argent qu'un autre. Donc, la deuxième valeur pour moi, c'est le partage. Parce que si vous avez la chance, parce que vous êtes plus fort, plus intelligent, plus beau, vous courez plus vite, d'avoir gagné beaucoup d'argent, comme le font les joueurs de football, des gens comme ça, savoir redonner en partie ce qu'on a gagné facilement, ça, c'est un geste vraiment humain. Donc, fraternité et partage sont les grandes valeurs. Et si moi, j'avais quelque chose à proposer, mais évidemment, je me ferais tuer plutôt qu'on change la devise de la République française, ça serait fraternité, partage, laïcité. Parce que la laïcité, c'est la liberté. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'insiste pas assez. On confond laïcité et anticléricalisme. Ne pas aller à l'église, ne pas aimer les curés, c'est pas être laïque, c'est dur à dire, anticlérical. Tandis que la laïcité, c'est justement dire, toi, tu es chrétien, catholique? Oui, catholique. Tu vas à l'église? Oui. Donc, tu as le droit. Moi, je suis musulman ou je suis juif, chez moi. D'autre part, une chose que je voudrais vous dire, qui est très importante. Camus dit il faut bien nommer les choses. Parce que sinon, ça engendre du malheur aux hommes. Alors, quand vous dites, par exemple, enseignement, éducation, vous confondez les enseignants avec les éducateurs. Les enseignants, ils enseignent. Qu'est-ce qu'ils enseignent? La chimie, la physique, les mathématiques, le latin, le grec, l'allemand, l'espagnol. Ils enseignent. Et une fois que la classe est terminée, les enfants sortent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller peut-être jouer dans la cour, ils vont se disputer, etc. Et il faut à ce moment-là qu'il y ait dehors un jeune
costaud, qui a fait des études, mais qui était bon en sport et qui a fait l'école d'éducateur. C'est un nouveau métier que je propose à tous les nouveaux qui vont venir au gouvernement. Je veux créer un métier qui s'appelle éducateur national, comme vous avez police municipale. L'éducateur national, il a un costume qu'il met en valeur, c'est-à-dire un jogging, des beaux baskets, un beau sweat, et il court le 100 mètres en 11 secondes. Hein, moi, je le courrais en 11 secondes. J'aurais pu être éducateur. Oui, j'aurais pu être éducateur. C'est un petit peu ce que je fais d'ailleurs. Et Camus a dit, tout ce que j'ai appris en philosophie, je l'ai appris sur le terrain de foot. C'est de la morale. La morale, qu'on m'a enseigné en philo, c'est sur le terrain de foot. Parce que l'éducateur, il apprend à l'enfant le vivre ensemble. Le professeur de chimie, il apprend à l'élève la chimie. La chimie n'a pas de morale. Vous comprenez ce que je veux dire? Tandis que quand vous descendez dans un escalier en bousculant les autres par méchanceté ou pour rigoler, quand vous allez dans les toilettes et vous vous comportez comme un salopard, que vous allez au vestiaire, que vous laissez traîner tout ça, c'est un acte de non savoir vivre ensemble. Et là, l'éducateur, il intervient. Parce que quand il joue le match, la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande à l'enfant, va mettre ta tenue. Mais monsieur, moi, je joue comme ça. Non, non, non. Tu veux jouer? On fait un match, là. Tu vas prendre le costume du joueur de football du collège. Tu connais ton club? Alors, va t'habiller, et puis quand tu seras prêt, tu iras jouer. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on parle aux gens, j'ai entendu tout le monde parler de l'uniforme. Ah, l'uniforme à l'école, quelle horreur! Pourquoi ils acceptent de porter un uniforme pour faire du judo, pour faire du vélo, pour faire du football, pour faire du rugby, pour poinçonner les tickets dans les trains. Le facteur, il porte un uniforme. Les médecins, ils portent des uniformes blancs. Les infirmières sont des infirmières. Mais qu'est-ce que c'est que cette France qui vous donne des choses qui n'existent pas, des arguments qui n'existent pas? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul homme politique pour dire mais arrêtez de dire des bêtises? Un uniforme, c'est quelque chose, c'est une fierté. Si le gosse n'est pas fier d'être au collège Georges Brassens, qu'il aille se faire voir. Voilà. Je vous remercie, Hugues, de toutes ces idées. On va malheureusement devoir bientôt se quitter. On peut encore rester un petit moment. On va peut-être parler un petit peu de votre actualité, de votre vie actuelle, puisque vous venez, il y a peu de temps, de sortir un nouveau disque. Oui, alors j'ai fait un nouveau disque, oui. Et est-ce que c'est le confinement qui vous a un petit peu poussé? Non, il m'a gêné, le confinement. Il m'a gêné, ça a été très compliqué. Oui. Donc, j'ai fait les chansons que j'ai composées qui sont toutes inspirées, je vous le dis tout de suite, de la culture afro-américaine, des chants, soit des gospels, soit des blues, soit des chansons du peuple noir, que j'ai amené en France et adapté avec mon texte. Et j'ai ajouté, il y a 7 chansons pour Noël. Bon. Donc, par exemple, je vous raconte une petite anecdote. La maison Universal me dit, on voudrait 6 chansons pour Noël. Bon, j'ai dit, on va faire ça. J'avais ça en magasin. Je fais des textes très beaux d'ailleurs, dont je suis très fier. C'est rare que je sois fier, mais là, je suis fier. Et puis, tout d'un coup, je me dis, il y a quand même une chanson que j'aime bien, que les enfants adorent, et qui parle d'un animal, un animal qui est biblique. Alors peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et je vous jure que c'est vrai, je crois à l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui descend en bas. On ne sait pas pourquoi. Un joueur de foot, quand il a foutu son ballon dans le truc, il court, il se met à genoux, en tirant son t-shirt et en regardant le ciel. C'est ce que je fais tous les matins, moi, en disant merci mon Dieu. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a créé. En tous les cas, je dis merci.
Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de... Oui, vous parliez de la chanson, le petit âne gris, je pense. Voilà, tout d'un coup, je me dis, le petit âne gris, qui est l'âne qui a porté Jésus, qui a porté la Vierge Marie, Et là, alors que moi, je mets des heures et des jours et des mois et des années pour écrire des chansons, quelquefois, mon record, c'est 45 versions pour traduire Like a Rolling Stone. Et la chanson Mathilda, j'ai mis 60 ans avant de me décider, avant de la traduire. Mathilda qui est dans mon disque. Et là, je regarde, je lève les yeux au ciel et j'entends « Enfant inconsolable, de grâce, ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âne est revenu. Pour réchauffer Jésus, pour honorer, non, le vers, je me souviens, pour réchauffer Jésus, etc. Donc l'âne est revenu. Et il y a un curé d'Alsace qui m'a envoyé un mot en me disant qu'est-ce que vous exagérez un peu, monsieur Offray, vous prenez pour le Christ en train de ressusciter les animaux. C'est pour vous dire que ce disque, je l'ai fait avant le confinement. Le disque Paie-moi ce que tu me dois, je l'ai fait avant les Gilets jaunes. Mais quand j'ai eu enregistré ça, dans beaucoup de difficultés, j'ai dit je ne peux pas sortir ce titre-là parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin d'argent. Je ne veux pas faire une chanson sur l'argent. Et ils ont donc fait la promotion avec une chanson qui s'appelle Dan Tucker et qui raconte l'histoire je vais le dire le mot, d'un gros dégueulasse. C'est une chanson américaine. Et je l'ai traduite. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit je ne peux pas chanter ça. Parce que moi, je ne veux pas chanter une chanson qui ne peut pas être entendue par un enfant. Je ne veux pas faire une photo ou faire un film ou faire quoi que ce soit qui ne soit pas susceptible d'être entre les mains d'un enfant. Je n'ai jamais fait de chanson pour enfants, mais je ne veux pas faire de chansons pour enfants, mais les enfants choisissent mes chansons pour les chanter à l'école. Et donc, voilà, Le Petit Âne Gris est devenu une chanson de Noël, entre guillemets, catholique, hein, parce que Noël, c'est... Je rappelle que catholique, ça veut dire universel. Voilà, bon, parce qu'on a tendance à oublier. Et voilà. Et alors, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans les quatre grandes religions, catholiques, protestants, juifs, musulmans, bon, on va mettre les autres, ils ont chacun un lieu pour se recueillir et prier, puisque dans la laïcité, ils ont le droit de pratiquer leur religion. Ils ont chacun une maison pour ça. Alors les catholiques, c'est l'église, les protestants, c'est le temple, les juifs, la synagogue, et les musulmans, la mosquée. 4 fois la même maison avec 4 noms différents. C'est très important de bien nommer les choses. Et quand j'ai rencontré, je regarde l'heure, parce que voilà, Madame Taubira, il y a 4-5 ans, plus que ça, elle m'a dit « Ah, Hugues Offray, mon idole ». Je dis « Ah bon, j'étais votre idole, oui. » Alors elle me dit « Ah, il faut qu'on déjeune ensemble, etc. » Alors on discute, et elle me dit « Qu'est-ce que vous pensez ?» Je dis maintenant, pourquoi, madame, vous avez appelé pourquoi vous avez fait le mariage pour tous? Elle m'a dit, comment? Vous êtes contre? Non, attendez, madame, je parle français. Je n'ai pas dit que j'étais contre le mariage pour tous. J'ai dit, pourquoi vous avez fait le mariage pour tous? Pourquoi vous avez choisi le mot mariage? Pourquoi ça? C'est pas le mariage. Mariage, c'est un homme et une femme. Un vélo, c'est un vélo. Si vous mettez un moteur, c'est un vélo moteur. Si vous trouvez que le vélo moteur, c'est pas assez rapide, vous mettez des petits trous et vous mettez un plancher, et ça s'appelle un scooter. C'est toujours quelque chose qui transporte une personne plus vite. Et puis si vous avez des gros bras et que vous voulez faire le matou, vous mettez des gros pneus et ça s'appelle une motocyclette. Pourquoi le même véhicule a 4 noms différents? Parce que
on a le souci technique de bien définir ce que l'on fait. Pourquoi faut-il que les gens ne comprennent pas que le mot mariage, c'était un mot qui correspondait à une époque où ça se passait à l'Église. La Révolution française a fait beaucoup de réformes que j'approuve. Ils ont autorisé les gens à s'unir hors de l'Église. Mais je dis s'unir. Ils n'avaient qu'à dire l'union des homosexuels. Appelons un chat un chat. Et il y aurait eu moins de monde dans la rue. Mais moi, je ne suis pas du tout contre l'union des homosexuels. Mais je suis contre le mariage pour tous. Parce que, voyez-vous, moi, j'aurais bien aimé... non, je viens de dire une bêtise. J'allais vous dire qu'il y a des gens, on connaît ça, un homme qui aurait voulu épouser sa fille. Il n'a pas le droit. Eh bien oui, donc ce n'est pas le mariage pour tous. Voilà. Merci de ces éclaircissements. Pour la toute dernière, parce que je crois que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On comprend que pour vous, la retraite, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui n'existe pas? La retraite. Pour vous, ça n'existe pas. Le secret? Est-ce que la retraite? C'est un mot que vous ne connaissez pas. Mais si, la retraite, c'est pour les travailleurs. Voilà. Les travailleurs de Georges Marchais. Je suis sûr que vous avez encore plein de projets. Alors, attendez, la définition du travail, pour moi, c'est faire quelque chose qui est pénible. Pénible. Qui fait souffrir physiquement, user physiquement, et qui ne vous rapporte pas directement une grande joie de vivre. Ça, c'est le travail. À descendre à 400 mètres au fond de la terre pour sortir du charbon, c'est pas de la rigolade. Moi, j'ai le plus grand respect pour les travailleurs, mais j'estime que les artistes, dont je fais partie, sont des paresseux qui passent leur temps à jouer. On joue de la guitare, on joue du piano, on joue du violon, on joue la comédie, on fait du cinéma. C'est de la rigolade, tout ça. C'est pas du travail, il faut dire ce qui est. Moi, je chante pas parce que si c'était pour gagner ma vie et que je déteste ça, ça serait du travail. Mais ce que je détesterais, c'est qu'on m'empêche de chanter. Voilà. Donc, le secret de ma vie, c'est que j'ai jamais travaillé, donc j'ai pas le droit à la retraite. Merci beaucoup. Merci pour tout. Alors, merci d'être venu, de m'avoir écouté. Ce que je viens de vous dire, je le dis un petit peu sur scène. En général, je dis ouais, mais t'es pas là pour faire de la politique. C'est pas de la politique que je fais là. Ce que je viens de vous dire, c'est simplement une espèce le résultat d'une expérience d'un homme qui a vécu comme ça. Voilà. Et je vous souhaite simplement d'essayer de vous souvenir de ces différences, pragmatisme, dogmatisme, fraternité, partage, laïcité. Et je vous rappelle que la laïcité, ça n'est pas l'anticléricalisme ni l'anti-religion. C'est au contraire admettre la religion. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Une bonne santé. Merci.